Bonjour, bienvenue Maison Charles Foreau. Nous sommes dans la maison d'écrivain de Charles Foreau, poète et éditeur, de 1890 au 21 janvier 1973. L'habitation où nous nous trouvons avait été installée par Charles Foreau et sa femme à la fin des années 40. La maison des éditions du Pigeonnier et la maison de Charles Foreau surtout se situent à côté. C'était la maison de sa grand-mère, c'est là qu'il a été éveillé à la vie. Il y a eu une enfance très heureuse. Malheureusement, il a été atteint par la maladie de Potte, ce qui l'a conduit pendant 2 fois 3 ans à rester allongé. Il a appris à tout faire de son lit, à se cultiver d'abord, c'est un autodidacte, puisque l'école lui était interdite. Qu'il s'est couché la première fois, il avait 16 ans, il s'est relevé définitivement, il en avait 26. Et on ne peut dissocier la maison de Charles Foreau. Elle fait partie intrinsèquement de lui. Elle lui a servi de décor à lui et à son œuvre. Dans les maisons du patrimoine et d'artistes que nous avons visitées, on a rarement vu une telle adéquation entre une maison, un homme et une œuvre. C'est pour ça que cette maison est extrêmement importante, puisqu'elle a même donné son nom aux éditions de livres, aux éditions de Terrail, et au théâtre, ce fameux théâtre de verdure, le 2e en France après celui de Busan dans les Vosges. En ce qui concerne l'homme, j'ai des souvenirs personnels, mais j'ai aussi beaucoup de choses que ma tante m'a racontées. C'était un homme intéressant, on voulait un lieu de visite, il nous le donnait, attachant, qui était avide d'apprendre, de connaître, et surtout extrêmement amoureux de la vie, comme le sont tous ceux qui ont failli la perdre. Il était curieux de tout, des hommes, des techniques, des savoir-faire, gourmand, gourmet. Il arrivait même que quelquefois, quand il donne une recette ou qu'il racontait une histoire drôle, il a un petit claquement de langue comme ceux qui goûtent à quelque chose, et on voyait souvent avant la fin de l'histoire le rire lui monter dans les yeux. Il était extrêmement attaché à l'amitié. Pour lui, un homme était ce qu'il faisait. Il suffisait qu'il aime le beau, qu'il aime le vrai, les opinions politiques, les origines, l'éducation, pour lui, ça venait vraiment après. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec de ses amis, il y en a certains avec qui il s'est battu ou disputé pendant 50 ans. Mais il s'aimait tellement qu'il ne pouvait pas rester sans se voir plus de 6 mois. Les amitiés étaient quelquefois ombrageuses parce qu'un poète n'a pas toujours un caractère facile, c'est pas un béni oui-oui. Il était extrêmement curieux, je vous ai dit. Quand il est allé à Paris la première fois, il s'est mêlé un maximum de cercles d'idées, de cercles de littérature et d'artistique. Il allait écouter les tribuns politiques de tous bords. À cause de la beauté de leur langue, ils venaient de leur région qu'ils parlaient. Ils parlaient leurs idiomes ou leur langue parfaitement. Et on sait très bien que dans ce cas-là, la langue est toujours plus belle. Je vais vous citer pour vous montrer comment était vu Foreau, un petit texte de Georges Julien. On débarque au quai de Tournon-sur-le-Rhône, les auteurs et leurs œuvres. 2 fois le jour, depuis 7 ans, un autobus est fait pour les monter au Pigeonnier. Il n'y a pas de pigeonnier, c'est une maison de poètes dont un trio jamais ne termine le badigeon. Chacun apprend qu'il est impossible de passer une ère Foreau, on se fixe, on se transforme. De ce pressoir, il sort du vin blanc et des épreuves d'imprimerie. Ici, un soir, Henri Guéon a joué peau d'âne. Les béguines sur le petit mur de leur cimetière se haussaient pour entendre. Les autobus arrivent toujours à Saint-Félicien. Jamais ils n'en repartent. Renonce à savoir pourquoi est Foreau et le pigeonnier son œuvre. Un génie habite la maison. Je vais vous parler maintenant du théâtre du Pigeonnier, un théâtre de verdure qui a vu le jour en 1925. C'était un après-midi sur la terrasse du Pigeonnier. Il y avait là, entre autres, Foreau évidemment,
un ami poète de Foreau qui avait amené Henri Guéon, qui avait créé une troupe de théâtre à Pontoise. Henri Guéon s'exclamait sur la beauté du lieu, disant à Foreau « Mais vous avez là un cadre magnifique pour faire un théâtre de verdure. » Foreau disait « Mais je n'ai pas le temps. » L'ami s'exclame « Mais moi, je te fais la mise en scène. » Foreau se décide. Comme d'habitude, Foreau s'occupait de tout. Le théâtre vit donc le jour en 25. Il se termina en 31. Tout était prévu pour l'été 40. Ça n'a pas eu lieu. Et Foreau a toujours refusé que ça reparte parce qu'il manquait trop de monde. Et la vie avait changé. Le théâtre fut une aventure d'amis. Il y avait une troupe qui s'était créée au fil des années. Ça arrivait 15 jours, 3 semaines avant le grand week-end. Les gens couchaient là. Il y en avait certains qui venaient avec leurs enfants, d'autres qui étaient à l'hôtel. Il y avait 2 pièces. Une toujours classique, l'autre qui venait d'un ami à partir d'une légende, d'une blague, d'une expérience. Il y avait des lectures, des danses, quelquefois des chants. Et toujours c'était bon enfant et tout le monde participait avec plaisir. Les lumières étaient faites par l'électricien du pays, aidé par le neveu de Foreau. Il y avait un ministre des chaises. Mais ces dames faisaient des costumes qui étaient dessinés par Jean Quiès, qui faisait lui-même et les décors et les programmes en gravure. Il faut quand même dire qu'Henri Guéon a été quelque chose d'extrêmement important pour ce théâtre, car comme il était un ami de Copeau et qu'il partageait totalement ses idées, il fit en quelques années au Pigeonnier de ce théâtre un des théâtres les plus modernes de l'époque, puisque la mise en scène, c'était des éléments comme l'élément derrière du Songe d'une nuit d'été, le paravent qui servait de décor, les petits éléments qui étaient en carton-pâte et qui tenaient les acteurs. Donc tout était illusion, comme au théâtre. Même les costumes, qui étaient quelquefois magnifiques, étaient faits de briques et de broc. Et ça a été une des grandes qualités du théâtre du Pigeonnier, qui a été bien moderne avant beaucoup d'autres. Mais il faut quand même dire que pour Foreau, qui adorait ce théâtre, d'ailleurs qui ne s'est arrêté qu'une fois, je crois, à la mort de sa mère, ça a quand même été un peu sa danseuse. Parce que pendant 3 semaines, il y avait 30 à 40 personnes qui mangeaient sur la terrasse sous le tilleul. Et c'était à sa charge, bien que les billets d'entrée soient payants. Charles Foreau et Mademoiselle Bouvier ont été à l'origine de la création de l'association Empyrium. Elle a commencé déjà en 25, mais en 34, ils ont changé le nom de cette association et Foreau a trouvé le nom Empyrium. Empyrium, c'est le cri des mariniers, toc à l'Empi, picorium. Ça liait ainsi par ce cri l'Ardèche et la Drôme provençale. Cette association Empyrium, Mademoiselle Bouvier s'occupant de la danse, de la musique et des chants, Foreau s'occupant des expositions, des conférences, s'adressait à un régionalisme dans son sens le plus large. Il s'adressait à tout ce qui fait l'homme, depuis les beaux-arts jusqu'à la cuisine. Gabriel Faure disait que le pigeonnier vivarois se faisait l'affluent d'un grand fleuve ouvert jusqu'à l'universel. Et je vais vous lire maintenant un texte de Foreau sur la façon dont il concevait le régionalisme dans ses œuvres au niveau le plus terre-à-terre. Un vrai régionalisme n'ignore pas point Paris, mais y puise le meilleur des autres provinces en lui rendant le meilleur de lui-même. Mais le régionalisme n'est pas un art de petite ville, une littérature de clocher. Il est l'apport d'un sol, d'un groupe d'hommes façonnés par une race, des conditions d'habitat, un climat déterminé dans le grand courant de la vie et de l'art français et par là même universel.
Il s'agit d'être l'affluent d'un beau fleuve et non la petite mare qui ne reflète qu'un coin de ciel entre les joncs. Nous voulons de l'air neuf, de la lumière, de la sève, mais aussi l'économie des richesses, la discipline des forces, l'intelligence des causes et surtout le contact avec la terre, cette bonne terre où prend racine toute vie. Nous avons vu à quel point tout ce qui était le folklore et le pays intéressait Foreau. Donc les poteries l'ont beaucoup intéressé aussi dans son coin quand il est revenu d'Espagne où il avait découvert toute cette magnificence des poteries espagnoles. Donc en 1937, quand il est responsable du pavillon Forez-Vivarais avec son ami du Forez, il se fait éditeur de terrail, il crée les poteries du pigeonnier parce qu'il avait besoin d'avoir quelque chose de plus à vendre dans le pavillon. Les dessins, finalement, ont été faits par Jean Quiès, un graveur magnifique qui travaillait déjà beaucoup pour lui. C'était fabriqué à Saint-Laurent-du-Pape par la famille Faure et ça a duré jusqu'en 1943, à la mort de M. Paul Faure. Ce pavillon Forez-Vivarais, qui a eu tant d'importance parce qu'il a permis de faire participer encore toutes les forces vives qui travaillaient dans les almanachs, a eu lieu grâce à l'État français qui a institué l'exposition internationale de 1937 à la gloire de la France et de ses colonies. Et bien maintenant nous sommes au bureau de l'éditeur, un bureau où Charles Foreau a fait lui-même les plans et où il avait prévu les étagères et les cadres en fonction de ses besoins, parce qu'il travaillait sur plusieurs livres à la fois, donc il avait le texte, quelquefois il avait la première ébauche de l'imprimeur, et puis au fur et à mesure qu'il avait les gravures, parce que chez lui les gravures c'était extrêmement important, il les classait dans une case ou dans un tiroir en attente de pouvoir s'en servir. Donc ce bureau, c'est le bureau de l'éditeur et la maison d'édition, les éditions du Pigeonnier sont quand même le fleuron de cette aventure. Foreau voulait éditer des revues. C'est son ami Bechetoile, le banquier, il avait peur que ça coûte un peu cher. Jos Julien, qui avait été amené par le banquier, ce touche-à-tout, ce médecin génial et touche-à-tout, avait peur que ça fasse de l'ombre à la revue du Vivarais, qui, elle, était une revue d'histoire. Mais finalement, un jour, dans le bureau des livres, Foreau dit « On y va, je me charge de tout, nous éditerons des plaquettes. » Et ce jour-là sont nées les éditions du Pigeonnier. Alors, il ne faut pas oublier que Foreau était déjà un bibliophile. Il était amoureux des livres, il avait une très belle collection de papier. D'ailleurs, chez Foreau, il n'y a jamais eu de papier de bois, de papier de journaux. Ça a toujours été du papier de chiffon, du beau papier. Donc, les papiers lui étaient fournis par une maison à Paris, une maison Lafuma et compagnie à Paris. Alors, il avait donc des Hanam, des Chines, du Japon nacré, du Madagascar, et ces papiers faisaient partie de chaque tirage, parce qu'au début de chaque édition, à part quelques livres très simples, il y avait toujours les premiers numéros, puisque toutes les éditions étaient numérotées, quelques numéros qui étaient dans des papiers spéciaux et précieux. Foreau avait décidé de travailler avec des plaquettes. Donc la première collection, qu'on a appelée la collection du Pigeonnier, une lettre par livret, par plaquette, 22 plaquettes, collection du Pigeonnier, 22 lettres, 22 plaquettes. Il y a mis tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il voulait promouvoir, tout ce qu'il voulait montrer qu'il pouvait faire. C'était des petits textes qui, c'est une chose importante, lui avaient été donnés par des amis ou des gens connus qui avaient une signature. Certains lui avaient permis d'aller recopier le texte à la BNF, d'autres lui avaient été envoyés. Et ce qui est très important, c'est que cette collection s'est très bien vendue.
Et ça lui a permis de récupérer une certaine somme d'argent qui lui ont servi après à éditer des textes de poésie d'auteurs inconnus, parce que la poésie, comme il disait, elle ne se vend pas tous les jours. Un boucher qui achète un bœuf, le fait mûrir et le vend en 8-10 jours. Moi, pour vendre un livre, il me faut 15 ans. Bien sûr, il y a eu d'autres collections. Certaines sont arrivées à leur terme, comme José Travaux, cette petite plaquette une 32 qu'on pouvait glisser dans sa poche. Les premières avec des jolis papiers, souvent maintenant massicotés. Et les autres, des papiers beaucoup plus simples, mais toujours beaux quand même. Après, il y a eu les almanachs qui ont été un des fleurons des éditions du Pigeonnier. 12 numéros, avec tout ce qui pouvait être pris au niveau du pays et des provinces autour, de connaissances, d'anecdotes, de recettes, de proverbes, et tout ce qu'on pouvait y trouver d'enrichissant. Certaines collections ont commencé et ont été avortées, manque de texte, impossibilité de trouver les auteurs que l'on désirait. Au bout d'un certain temps, ce sont les divers qui ont pris le pas, et après la guerre, ça a été surtout, ça a été presque essentiellement des divers, et beaucoup de poésies qui ont été éditées au Pigeonnier, sous la mention au Pigeonnier, chez Subervie à Rodez. Et puis il y avait les imprimeurs. Alors les imprimeurs à cette époque, c'est pas qu'ils étaient pas bons, parce qu'ils connaissaient tous bien leur métier, vu l'importance de l'édition dans cette tranche de première moitié du XXe siècle, mais Foreau les choisissait soit pour leur proximité, soit en fonction de ce qu'il voulait dans ses livres. Donc il y en a eu partout, depuis Rodez jusqu'à Alençon, en Normandie. À la suite du décès de Madame Foreau, nous avons racheté ce lieu de résidence, et quelques années plus tard, nous avons eu la possibilité de racheter le Grand Pigeonnier, où Foreau avait vécu toute son enfance. Ainsi, nous avons reconstitué la ferme de mon arrière-grand-mère, qui est devenue une maison familiale, avec cette annexe qui est dédiée aux visites. Pour avoir la possibilité de faire ces visites, nous avons créé une association qui a permis l'ouverture au public. Dans cette association, outre des amis qui avaient été importants pour Madame Foreau après la mort de son mari, il y avait le propriétaire, un membre de la famille et la municipalité, car nous voulions asseoir cette association de façon à ce qu'elle puisse devenir pérenne. Nous avons donc, après quelques travaux, ouvert cette maison en 2013 aux visites, et chaque année, de juin aux Journées du patrimoine, il y a des visites, des expositions et des animations quasiment chaque année, mais il y a toujours quelque chose qui la fait vivre. Notre association a des liens avec d'autres associations locales, voire régionales, au niveau du tourisme, de la culture, et aussi au niveau national, parce que nous faisons partie des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, nous sommes arrivés à une certaine maturité. On ne veut pas brûler les étapes. Ce que nous voulions, c'était de rendre ce lieu vivant et surtout visible au niveau local. Dans ce sens, nous avons depuis des années accueilli des troupes, des associations. Et ce que nous aimerions maintenant, c'est développer l'accueil de troupes de théâtre si nous en avions la possibilité et la demande. Une est de François-Paul Alibert, quelqu'un de Carcassonne, poète et journaliste, qui parlait ainsi des livres des éditions du Pigeonnier. Une édition du Pigeonnier est une chose rare, entre toutes choses. On la hume, on s'en délecte, par le toucher, presque pourrait-on dire par les 5 sens, en attendant qu'elle nous enchante. Et puis un jugement de Paul Valéry. Rien ne semble plus sympathique, plus sage, et en somme plus digne d'envie, que le mode de vie et de produire que s'est fait dans son vivarais Charles Foreau. Il y compose à loisir de beaux vers,
Il ordonne des éditions toutes pures, simples, aimables, et les destine aux amants de ses qualités. Il imprime ce qu'il aime, il aime ce qu'il imprime. Il serait doux d'être lui. Paul Valéry. Il fallait une grande force d'attraction, de pouvoir, de séduction pour faire venir et revenir dans cette bourgade reculée de l'Ardèche, qui n'est pas elle-même un lieu de passage, d'en faire un centre culturel d'un incontestable rayonnement. Il fut un animateur au sens premier du terme. Il a su donner une âme à son œuvre.